Il faut parler encore de la crise anglophone? Est-ce qu'il faut parler de la crise sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest finalement? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Nous sommes déjà dans la 10e année de cette crise. Comment la qualifier? Comment la comprendre aujourd'hui? Encore et encore des morts. Sur cette question, on en te parle à Moïse Mbok pour qu'on avance. Justement, qu'est-ce qui se passe dans le nord-ouest avec ces nombreux morts qui sont encore ces 10 ans après le déclenchement de cette fameuse crise? D'accord. Déjà, en 30 secondes, je vais rapidement dire une chose qui est importante. Vous avez suivi le professeur, le président Bessala et moi-même, nous parlons aussi pour le compte de l'opposition. Et nous pouvons dire qu'il faut que les pouvoirs publics retiennent très bien. Nous ne sommes pas fermés au dialogue. Il ne faut jamais qu'on pense que, en nous associant à une réflexion, on va se bloquer, on va se buter, on va refuser d'échanger. Non. Il y a 43% de Camerounais qui ont dit qu'ils ne sont pas d'accord avec cette façon de fonctionner. De plus en plus, il faut les associer, les intégrer, communiquer avec eux. Et c'est comme ça qu'on décrispe le pays. Si on veut qu'il y ait un dialogue franc et sincère et qu'on évolue comme une nation, il ne faut pas qu'on ait peur des autres. Intégrons les autres et c'est comme ça qu'on pourra avancer. Ça nous ramène donc à la situation de nos jours. On est toujours là, le dialogue, voilà. Puisqu'il y a eu le grand dialogue national en 2019 voilà. Avec pratiquement les mêmes critiques. Le problème au Cameroun, c'est qu'il faudrait que nos gouvernants intègrent une fois pour toutes qu'ils sont ceux qui encadrent, mais ils encadrent des gens qui réfléchissent, qui pensent, qui ont des besoins, qui ont des attentes, qui ont des actions et même des réactions. Et aujourd'hui, la difficile situation du Nozo qui met tout le Cameroun mal à l'aise est l'expression de ce besoin urgent de dialogue, mais certainement avec d'autres acteurs que les acteurs qu'on a eus précédemment et les fruits n'ont pas porté. Il faut donc aujourd'hui qu'on pousse la réflexion de manière à ce que toutes les entités du Nozo soient intégrées dans la consultation de manière responsable. On a les chefs de famille qu'on ne peut pas négliger aujourd'hui. On a les chefs de quartier, on a les FON, on a toutes ces autorités locales, et leurs élites, comme ils appellent, internes et externes, qui devraient pouvoir compter aujourd'hui. On a même ceux qui sont enfermés, qui sont en prison, qui étaient présentés comme les têtes de file de cette activité-là. Mais il faudrait aujourd'hui que ceux qui gouvernent, à moins qu'il y ait des raisons qu'on ne connaisse pas, qui soient tellement graves, qu'ils doivent absolument être enfermés, s'il y a possibilité d'ouvrir le dialogue, déjà soit en les libérant, soit en les associant à une forme de communication, je pense qu'on va aller progressivement dans la décrispation d'un problème qui, le professeur Onang le disait, il n'y a pas un problème qui ne peut pas être résolu. Ce problème-là peut être résolu à condition de l'aborder de manière, j'ai envie de dire, humaine, responsable et même respectueuse des personnes qui sont en face. Ça fait 10 ans, mais en 10 ans, ça a commencé par des revendications corporatives. On a 20 revendications, on en a satisfait une 28, après c'est devenu le command law à l'ENAM, et puis après tout est devenu parfaitement dans le bilinguisme, et puis le problème persiste parce que, et vous avez suivi lors du grand dialogue, certains qui estimaient que certaines familles sont privilégiées au détriment des autres. Certains ont des facilités d'insertion, comme l'honorable Dimi Lobe disait, contrairement aux autres. C'est les mêmes qu'on prend, c'est les mêmes qui dirigent, c'est les mêmes qui commandent. On a eu l'impression que ça allait changer, mais en face, quand vous vivez une réalité que vous décriez, et vous avez l'impression que ce n'est pas pris en compte, vous vous radicalisez davantage. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas de manière pointue dire que le problème là-bas, ce n'est que ceci, ce n'est que cela. On ne peut que ramasser et maintenant souhaiter que les différents acteurs également soient sincères, que ceux qui sont en face puissent parler sans avoir peur de représailles. Parce que nous sommes dans un état où vous dites la vérité, on vous prend déjà comme un ennemi. Vous dites ce que vous pensez, même en pleurant, on dit « Ah, vous cherchez déjà un autre problème ». Donc finalement, si on veut résoudre cette situation du Nozo, on doit prendre en compte tous les acteurs qui font la vie de ce côté-là. Maintenant, il y a 2 camps. Vous avez des fils du tiroir, normalement, qui ne sont pas d'accord avec un type de fonctionnement qui était au départ dans l'esprit de la sécession. Ils ne voulaient pas continuer avec ce Cameroun dans cet état. Un dialogue a été initié. Il me semble donc que ceux-là sont descendus d'un cran et le banditisme a pris le dessus. Le banditisme, c'est donc ceux-là qui sont devenus subitement des généraux
on ne sait pas d'où ça sort. Ils sont devenus subitement des chefs de gang, on ne sait pas d'où ça sort. Donc ils se sont fabriqués une milice, c'est pour ça que pour moi c'est des bandits. Fabriquer une milice où on agresse, on vole, on tue, on pille, on attaque même les forces de l'ordre qui sont pourtant venus pour amener la paix et la calmie. Eux, c'est un autre cas, il faut les gérer autrement. Et c'est eux qui ont assassiné ces 14 personnes, ces jeunes, ces enfants, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, il faudrait que, pour sortir, que les Camerounais, dans la globalité, comprennent que cette situation n'est pas une affaire contre les anglophones, ou alors dire qu'ils n'aiment pas le Cameroun, ou ils ne veulent plus rester avec nous, mais c'est qu'on les écoute de manière responsable. Et tout ce que l'anglophone lambda, dans son village reculé là-bas, pose comme problème, qui perd la route, qui perd l'électricité, qui perd l'adduction d'eau, qui peut être l'école, qui peut être l'emploi, qui peut être les facilités sociales, que ce soit pris en compte. Le père a dit qu'il a la main tendue, non? Que sa main là se tende jusqu'aux différents acteurs de cette zone-là. Nous vivons quoi actuellement à Aristide Manda? Est-ce que c'est toujours cette crise qui a été déclenchée en 2016 avec les morts qu'on enregistre aujourd'hui, malgré la tenue de ce grand dialogue national, malgré le statut spécial qui a été accordé à ces régions-là? Il y a eu la création d'une section Common Law à l'ENAM. Il y a même un budget et des opérations de reconstruction qui ont commencé dans le nord-ouest et le sud-ouest avec des financements. Il y a le DDR qui se déploie. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Comment comprendre ces tueries qui se poursuivent? J'ai personnellement vécu avec émotion, vraiment effroi et consternation, le massacre de 14 personnes, dont je crois 5 enfants. Je voudrais qu'il me soit permis, à titre personnel, et au nom du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, d'adresser tout d'abord mes condoléances aux familles si durement éprouvées et endeuillées. C'est un drame inqualifiable, indescriptible. Je vais, pour aborder cette question, me situer sur un plan spirituel, qui est aussi transversal, parce que ce n'est pas parce que je suis chrétien. Le 5e commandement est clair. Tu ne tueras point. C'est-à-dire que les injonctions du Seigneur sont sans équivoque. J'ai dit avant qu'on entre dans le fond, pour analyser, pour aller au grand dialogue, pour revenir à 72, tout ce qu'on veut, on peut mettre à l'intérieur. Nous sommes interdits d'ôter la vie à un être humain, et qui plus est un enfant. Vous comprenez notre émotion, notre tristesse. Nous sommes nostalgiques du temps où nous avons vécu en face. Où moi-même personnellement, je sais que j'ai été à Limbe, j'allais à Bertois, à Boya, à 5h, à 22h, je rentrais à 5h, on allait bringuer. C'était le Cameroun tel que nous l'ont légué nos aïeux, tel que nous l'aimions, et tel que le président Biya le souhaite encore aujourd'hui. Quand le problème est apparu, je crois en fin 2016, début 2017, les revendications, c'était catégoriel, c'était sectoriel, c'était les avocats, c'était les enseignants, c'était légitime. Informé de la situation, le patron, le président Biya a pris la mesure, il a instruit un certain nombre de canevas. Vous en avez évoqué quelques-uns que je ne veux pas renflouer. Je ne veux pas dire que tout a été fait. Mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui peut expliquer? Comment peut-on en arriver que des gens mis en déroute? Parce que quand vous faites le sondage, moi j'en ai essayé d'en faire. J'ai causé avec des frères de cette partie du pays. En leur âme et conscience, croyez-moi, et ils ne sont pas tout à fait d'accord avec ce qui se passe, parce que, primo, ce n'était pas ça l'esprit et le sens de leurs revendications initiales. Oui. Et de deux, l'objectif poursuivi n'était pas d'ensanglanter notre pays. Croyez-moi, même si le fédéralisme est une revendication, même s'il y en a qui estiment qu'ils ont été bernés en 72, pour avancer, il faut se pardonner. Mon plaidoyer était un plaidoyer de paix profonde. Je voudrais que ceux qui nous entendent, les populations en l'occurrence, comprennent qu'elles sont investies d'une responsabilité particulière face à l'histoire. Ces mamans qui voient leurs enfants aller en forêt, ces enfants, c'est-à-dire que la dépravation, que les stupéfiants ont complètement abruti, ceux qui tirent les marrons du feu en profitant de l'industrie de la guerre
rendront compte à Dieu, rendront compte à leur conscience, peut-être à la conscience collective. À côté de ces discours émouvants, peut-être personnels ou idéalistes, peut-être, je voudrais dire que quand même, le gouvernement de la République, sous l'impulsion du président Biya, a initié un certain nombre de choses. Il y a une batterie de mesures, somme toute, quand même, parce que je peux vous dire, pour ne prendre que de simples petits exemples. Pas dire qu'il y en a même qui en profitent. Quand vous allez dans un ministère comme celui de l'enseignement secondaire, vous voyez comment est-ce que, entre guillemets, il faut bien comprendre ce que je dis. Par exemple, les postes sont répartis là-bas. On s'est dit, il faut complètement lâcher du lest. Lorsque vous voyez comment si nos compatriotes se sentaient marginalisés autrefois, au jour d'aujourd'hui, comment ils ont fait irruption. C'est-à-dire comment est-ce que l'administration, pour ne parler que d'elle, et aujourd'hui, je ne voudrais pas dire envahir, les termes sont bien entre guillemets pour que vous me compreniez. Donc tu compliques trop. Non, Je met les anglophones partout. Elle enlève les francophones dans les lycées à Douala partout. Elle met les anglophones. On croyait que ça allait amener la paix. Dis ça. Mon frère, non, lui, ça vraiment. Non, moi, je peux pas dire les choses, mais c'est vrai. De mieux en mieux représenté. C'est vrai. Non, c'est ce que je voudrais dire. J'ai convoqué cet exemple sur une si c'était une injustice, c'est réparé. Voilà, c'était voilà. Non, j'en viens. Pour dire que quand même, au jour d'aujourd'hui, je veux vous parler par exemple du CNDDR, chez Fayengo Francis. Aucun de nos jeunes frères qui a désisté, qui est parti de la forêt à déposer les armes, n'a inquiété au jour d'aujourd'hui. C'est une réalité. C'est quelque chose de palpable et de très concret. Pour vous montrer que le procès qui fut fait au gouvernement autrefois d'être radical est un procès abscon qui n'a plus de place au jour d'aujourd'hui. C'est un problème d'interprétation. C'est pour manifester de la bonne foi. Le président Biya est formel. Il faut privilégier le dialogue. Il faut entreprendre autant que faire se peut. Tout ce qui peut construire et bâtir la paix, c'est-à-dire ça passe par l'idéal de justice, de vérité, des actions de développement concrètes, des moyens colossaux. Ils sont investis. Et ça peut donc vous permettre un peu d'embrayer sur ce que pour faire un rétro-pédalage. Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés à l'heure actuelle, où les gens estiment, et ont raison, ils doivent vivre mieux, c'est parce que nous sommes bloqués. Une grande partie de nos ressources sont injectées dans ce conflit qui n'a pas de sens pour des frères qui s'aiment. Quand nous sommes à Yaoundé, ici, vous voyez Yaoundé 3, Yaoundé 6, vous voyez bien ce qui peuple ces quartiers. Est-ce qu'un seul a été inquiété? C'est pour dire à nos amis occidentaux, à la communauté internationale, qui est souvent tentée de croire tout ce qui est déversé sur la toile et des rapports complètement débiles, que le Cameroun est un pays où il fait bon vivre, où les dirigeants se soucient du peuple dont ils ont la charge, et que, à contrario de ce qui est déversé, ils travaillent pour que les gens vivent en paix. Comme je vous ai dit, mais pour parvenir à cette paix, il est bon à un moment donné que nous puissions nous pardonner. Sans doute il y a eu des erreurs, mais allons-nous, du fait de ces erreurs, rester arc-boutés pour que nous ne puissions pas en sortir et que nous perdions de vue que nous sommes une nation? Voilà ce qui est fondamental. Je vais continuer le développement, mais je voulais poser le décor afin que vous compreniez qu'au jour d'aujourd'hui, il existe pas une typologie, une classification de francophones, anglophones, ou un gouvernement qui serait en train de marginaliser. Au contraire, il a à cœur de résoudre cet épineux problème, je vous en prie, et que ce soit les puissances qui ont intérêt, ou ceux des nôtres qui sont tapis de l'autre côté et qui sont sauvegardés, et qui sèment le chaos, le moment est venu. Ça n'a que trop duré. D'accord, ça fait nous en appelons... Oui, ça fait au moins 10 ans, pour ce qui est de la partie ouverte. C'est ça. Oui. Je vais développer tout à l'heure sur les actions entreprises, de manière concrète, qui nous permettent d'arriver à la désescalade. On revient au second tour, professeur. 10 ans que ça dure. Docteur Moïse Mbok pense que c'est davantage du banditisme actuellement sur le terrain. Vous êtes de cet avis? Oui, mais comme on dit, on fait son lit comme on se couche. Ceux qui ont sémé ce chaos, c'est eux qui sont principalement responsables de ce qui se passe. Et on le leur avait dit dès le départ. Là, vous parlez de qui? Je parle de ceux qui ont sémé le chaos, qui ont cru qu'ils pouvaient sortir de la République du Cameroun par la violence, au nom de la marginalisation, vraie ou fausse,
de nos concitoyens d'expression anglaise, que nous appelons commodément les anglophones. Vous savez, les problèmes communautaires et culturels sont des problèmes très difficiles à gérer pour les sociétés, parce qu'ils fonctionnent largement sur des effets de perception. Le problème est simplement lié à la configuration du Cameroun. C'est-à-dire le seul fait que ceux que nous appelons commodément les anglophones soient beaucoup moins nombreux que les francophones est déjà perçu comme un facteur d'oppression, avant même qu'il y ait ou pas des effets de marginalisation. Ça veut dire que les minorités extrêmes se sentent systématiquement en danger. Qui est danger ou pas? Bien, l'État du Cameroun a fait ce qu'il a fait pour essayer de corriger. Il peut même encore aller plus loin. Encore que même quand il essaie d'aller plus loin, ça suscite des effets paradoxaux. Parce que l'une des choses, c'est quoi? L'une des choses, c'est que pour résoudre les problèmes d'asymétrie, il y a une solution simple, mais que personne ne veut. C'est la création d'un seul système, avec 2 langues. Oui. Mais si vous le dites, vous aurez une opposition fondamentale venant de la partie anglophone du Cameroun. Puisqu'il y a même déjà un autre problème qui se pose contre les anglophones d'origine francophone, qui sont présents dans le système de formation anglophone. Qui sont de plus en plus nombreux. Oui, mais qui pose un problème parce qu'on considère qu'ils viennent encore occuper des places qui sont censées être celles des anglophones. Vous voyez la complexité du problème. Malheureusement, les violences vont continuer pendant encore au moins 25 ans. Malheureusement. Et ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Pas un peu... Voilà pourquoi il ne faut jamais... Non. Voilà pourquoi il ne faut jamais entrer dans ce genre de mécanisme. Quand on disait aux gens, attention, ils pensaient que c'était des amusements. Quand je vois des Camerounais appeler, la guerre ici de part et d'autre, le jour où ça arrive, vous voyez ce que ça signifie. Ce n'est pas un jeu. C'est clair. C'est clair. Ensuite, moi je connais bien les gens qui ont animé cette affaire depuis le départ. Et ce n'est pas une affaire de corporatif. Quand on vous raconte des histoires, c'est quelque chose qui a été préparé pendant près d'une décennie. Et à partir de 2010, ça a été préparé de manière systématique. Ce n'est pas une affaire de corporation. Les avocats ont fait que c'est des histoires. Et je vous parle parce que moi, j'ai eu toute la documentation parce qu'ils pensaient que je leur étais favorable. Ok. C'est clair. Ils pensaient que je leur étais favorable. Donc, j'ai eu tout la... C'est pour ça que je disais que ce qu'ils vous racontent là, ça va conduire à autre chose. Maintenant, il faut réparer. Mais la réparation se fait d'abord de l'intérieur. C'est ça. Parce que les dégâts sont d'abord intérieurs. Les frères ont tué les frères ont tué les sœurs ont tué les frères. Et ça fait beaucoup de dégâts dans les communautés à la base. Avec un esprit de vengeance. Quand je sais que c'est vous qui avez fait tuer ma famille, un jour ou l'autre, je vais aussi essayer de me venger. Ça, c'est l'une des choses les plus difficiles à régler dans ces 2 régions-là. C'est-à-dire les rancunes qui naissent des violences qui ont été commises par des gens qui vivent dans les mêmes communautés. Et c'est très difficile à réparer. Deuxième chose, vous suscitez une affaire comme ça, vous mettez donc des armes, c'est-à-dire un instrument de pouvoir coercitif dans les mains des populations de base. Après, vous êtes surpris qu'il y ait le désordre. On n'entre pas n'importe comment dans une dynamique de mobilisation armée. Voilà pourquoi les fronts de libération font un travail d'éducation politique. Si vous ne faites pas ce travail, après vous êtes surpris que ce soit des bandits qui passent le temps à faire des kidnappings, à rançonner les gens, à menacer les gens, jusqu'à menacer même les gens qui les soutiennent. Ouais. Il y a plein de groupes sociaux ici qui ont soutenu ce mouvement. Après, c'est eux-mêmes qui ont fui pour aller demander à l'État du Cameroun, venez nous protéger. Il y a des gens qui faisaient des messes basses, au sens propre du terme. Quand on a commencé donc à attaquer
Ces confessions, c'est eux qui sont encore allés voir l'État du Cameroun, venez nous protéger. Voilà donc les risques de la violence. Ça va être difficile à réparer. Maintenant, l'État a mis en place le statut spécial. À l'État du Cameroun, de lui donner une vraie profondeur. C'est ça. Il faut prendre les choses au sérieux. Si on dit statut spécial, on donne à ce statut spécial une vraie profondeur qui essaie donc d'intégrer les attentes qui sont les attentes des gens qui viennent de ces régions. Encore qu'au niveau de la complexité nationale, M. Elimbi Lobé, qui était au dialogue national, le sait, quand on a dit statut spécial pour le nord-ouest et le sud-ouest, d'autres régions sont venues aussi revendiquer. Moi, j'étais contre le statut spécial. Voilà, oui, vous étiez comme, vous savez que d'autres régions ont donc voulu aussi avoir d'autres régions. Voilà, le statut spécial. C'est ça donc la complexité de la gestion. La reconstruction va se faire difficilement. Parce que le problème, il est d'abord mental, moral et culturel. Il faut d'abord soigner les têtes. C'est quand ces têtes-là seront complètement soignées qu'on pourra également réparer l'environnement matériel, le rétablir. Parce que, je finis là-dessus, beaucoup de choses ont été détruites. Le travail de l'État, en termes d'équipement, a été détruit. Oui. Le travail social même fait par les ressortissants de ces régions, tout ce qu'ils ont construit comme acquis, les écoles, tout ça a été détruit. Donc finalement, le résultat de ce mouvement-là, c'est quoi? C'est le mouvement même qui a donc vraiment marginalisé les deux régions, en détruisant déjà ce qu'il y avait et en créant des besoins supplémentaires pour l'État qui à la fois doit gérer le problème au niveau militaire et sécuritaire et doit maintenant le gérer au niveau social et économique. D'accord. Abel Elimbi Lobé, ce qui se passe aujourd'hui, est-ce qu'on doit pouvoir lire cela comme l'inefficacité des mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics? Oui, bien sûr. Si vous avez un problème et que vous élaborez les solutions et que le problème persiste, c'est que la solution ne correspond pas au problème. C'est simple. On a dit des choses extrêmement importantes qui me font vous dire une fois de plus à vous tous qui nous écoutez que le père spirituel de ce pays s'appelle André-Marie Mbida. C'est lui qui nous a amenés au premier gouvernement sans verser une seule goutte de sang. Et tous ceux qui ont appelé à l'effusion de sang au nom de l'engagement politique, aucun d'eux n'est arrivé au pouvoir. Je suis contre l'utilisation de la violence en politique. Toute forme de violence. Je l'ai dit depuis toujours. Et il persiste dans ce pays des individus qui magnifient, qui font ouvertement l'apologie de l'utilisation de la violence. On prend des criminels qui ont versé le sang, on dit qu'ils sont des héros. Et au nom de la liberté d'expression, cela se dit tous les jours. Vous voyez donc ce que l'utilisation de la violence amène? Parce que la violence porte en elle-même quelque chose qui lui est consubstantiel, c'est l'engrenage. C'est l'engrenage. Expliquez-moi un peu. Ceux qui ont coupé la tête de Florence Ayafor, qui était anglophone, devant les caméras de télévision, ils menaient quel combat politique? Quand on a égorgé Florence Ayafor, depuis que toi tu es né, tu as déjà vu on égorge un être humain. Vraiment. On prend sa tête comme ça, on montre. C'était pour obtenir quel résultat politique? On voulait quoi? Quand tu veux l'indépendance, tu égorges Florence Ayafor. C'était Ayafor qui refusait l'indépendance. Je ne comprends pas. Cette question, je peux la ramener à maintenant. Quand vous voulez les bons résultats des élections, vous allez détruire la maison du recteur. Vous brûlez la maison de Fempan pour Denise. Donc, tous ceux qui instillent dans la culture qui se met en place l'idée que l'action violente peut donner des résultats parce qu'en face,
vous avez des gens qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas comprendre. Ils se trompent. Parce qu'une fois que vous mettez la lutte politique dans le registre de la violence, vous utilisez des gens que vous n'avez pas éduqués. Parce que, a priori, vous n'éduquez personne pour être violent. Et sur lesquels vous n'avez même pas contrôle. Vous utilisez des gens dont vous n'êtes pas certain de contrôler jusqu'au bout. C'est ça. Vous utilisez des gens qui peuvent avoir des valeurs morales et politiques autres que les vôtres. C'est ça. Et qui, à un moment donné, vont donc vous échapper pour se livrer à ce qu'elles veulent elles-mêmes. Les tueries qui se sont toutes, sans exception, la plus fantasmagorique a commencé avec celle d'Ayafor. Elles se sont poursuivies. Aucune d'elles n'était une tuerie politique. Ceux qui ont effectué ça, personne ne les connaît comme des acteurs politiques. À l'avance de la tuerie ou après la tuerie, il n'y a jamais eu une revendication politique pour dire que nous égorgeons Ayafor parce que nous voulons ceci. Donc nous avons toujours été, donc, dès le début... s'attaque à la communauté Bororo. Vous attaquez à la communauté Bororo. C'est ça qui va avec des massacres systématiques dont les donneurs de leçons ne parlent jamais. Parce ce que sont les Bororo qui vous marginalisent. Voilà. Ce sont les Bororo qui nomment les gens. Si vous êtes fâché parce que vous n'avez pas de postes, c'est les Bororo qui donnent des postes. Les vaches Bororo que vous avez égorgées, vous avez tué, vous avez détruit ce bétail, ça contribue à la solution de quel type de problème? Mais quand j'ai fini de dire ça, je reviens ici pour dire ce que j'ai dit au grand dialogue. Cette culture qui veut que le contrôle politique soit adossé sur des considérations démographiques du genre, nous sommes les plus nombreux, est un comportement porteur de germes de crise politique partout dans le monde. En Ukraine, la minorité russe, à qui on a dit dorénavant vous n'allez plus parler russe, sont entrés en guerre. Et la guerre dépasse les Ukrainiens aujourd'hui. Et quand les Russes disent donnez-nous alors nos frères russes, vous restez avec votre Ukraine, ils refusent. Mais en même temps, ils ne reviennent pas sur les actes qui ont généré la crise en disant on va décider de marginaliser les Russes, on enlève ça. Ce monsieur qui est président là-bas, il ne revient pas sur la loi qu'il a prise interdisant de parler le russe. Le russe, tout à fait. Il aurait pu dire ok, j'ai fait ça, c'était une erreur politique. Je reviens au Cameroun. Je reviens au Cameroun. Oui, il y a eu marginalisation. C'est nous qui avons posé le problème de la marginalisation de la communauté anglophone. Ça a permis d'arriver avec des ministres de souveraineté anglophone. Refuser ça, c'est un déni dangereux. Et dans cet esprit, j'ai dit au grand dialogue, concernant ma propre communauté, que nous sommes venus ici pour parler des anglophones. Le chef de l'État a dit de parler au-delà de cela. Moi qui ne suis pas pour qu'on change la forme de l'État, je vous annonce donc que c'est ce comportement qui veut que, sous le prétexte que certaines personnes, certaines communautés sont nombreuses, établies au littoral, et organisent l'élimination systématique des littoraliens des postes qui leur sont constitutionnellement et légalement dévolus, est chrysogène. Pour le moment, on dit que les Sawa sont faibles, ils sont ceci. On disait la même chose pour les anglophones. Le jour où un fou Sawa, n'importe lequel va prendre les armes ici, on reviendra au troisième grand dialogue. Laissez que les Sawa existent. De même que nous devons laisser que les anglophones existent. Tout à fait.
N'essayons pas quelque chose qui fait qu'on considère qu'ils sont combien. Parce que les salaires sont combien? Vous prenez un poste de député, il y a 19 sièges de députés qu'on a donnés au littoral. 9 sont occupés par des gens qui ne sont pas du littoral. Ça nous coûte 1,3 milliard de francs au minimum dans l'argent que le Parlement donne au littoral. Ceux qui ne sont pas du littoral, qui s'asseyent à la place des littoraliens, captent une partie de cet argent en concurrence d'1,3 milliard sur les 2,9 milliard. On a compris. On a bien compris le lien. Vous comprenez? On a très bien compris le lien. Je fais ce lien pour que les efforts qui sont faits pour amener le calme ne soient pas perturbés par une autre crise qui aurait des origines semblables. D'accord. Je termine. Avant cette campagne électorale présidentielle, je vous ai dit ici que nous n'aurons jamais la paix si nous ne donnons pas aussi le pouvoir aux anglophones. On a dit que je suis fou. Les anglophones même que j'ai voulu soutenir, eux-mêmes n'arrivent pas à assumer publiquement la revendication. Mbok a parlé de l'honnêteté dans l'affirmation de ces revendications. Est-ce que ce qu'on dit comme cause du malaise, c'est ça la vérité? C'est pour ça qu'on pose la question. Oui, il y a des problèmes des avocats, ils ne veulent pas que les notaires, ils ne veulent pas que il y ait des notaires, parce que c'est les anglophones. Donc, vous réclamez maintenant de la Grande-Bretagne, plutôt que du Cameroun. C'est ce qui est en Grande-Bretagne que vous préférez. C'est pour ça que vous avez égorgé à Yafo. D'accord, merci pour ça. Je termine. Ça va faire la deuxième. Laisse que je termine. Abel. Laisse que je termine maintenant. Il ne faut pas qu'après tu dises qu'on te marginalise. Hein? Oui, je vais même dire ça. Non. Là, ce serait ce n'est plus honnête. Là, ce n'est plus honnête. Donc, je suis en train de dire que ne mettons pas, nous les francophones, nous ne devons pas oublier que c'est nous qui avons versé le sang dans ce pays pour l'indépendance. Salomon Tandemouna, Djongu Foncha ont amené la communauté anglophone à la souveraineté, à l'unité nationale sans verser une seule goutte de sang. Et quand on est arrivé dans l'unité, on a commencé à dire qu'eux, ils sont combien? Ça fait 63 ans que nous avons le pouvoir. D'accord. Et nous ne voulons pas leur donner le pouvoir. On envoie les mandats à la télé. Expliquer que mais on est ensemble. Quand on est ensemble, mandat, on partage. Ouais. Les francophones ont confisqué le pouvoir. D'accord. Organisons-nous au nom de la recherche sincère de la paix et de la stabilité de ce pays pour que la communauté anglophone aussi accède au pouvoir. De même que nous nous sommes battus pour qu'elle accède à de hautes fonctions, comme tu le disais si bien, au niveau du ministère de l'Éducation. Oui, les anglophones n'avaient jamais eu un poste de souveraineté, comme l'administration territoriale, comme l'éducation, comme ils n'ont jamais eu jusqu'à maintenant un poste au ministère de la Défense, comme ils n'ont jamais eu aux finances, et bien d'autres. D'accord, mais ils ont eu... Il faut qu'on pense à leur donner ça. Merci Abel, c'est clair. Nous avons le pouvoir derrière nous. C'est déjà dit. Mais dans 7 ans, ça sera de combien? 32. D'accord. Hein? Oui. On donne le pouvoir aux anglophones. Valère Bessala. Qu'ils aillent régler ces questions-là. Ça ne va pas nous. On a cette situation. On a cette situation où les chiffres. Voilà. Les chiffres. Dès qu'on dit de donner le pouvoir aux anglophones, vous commencez à dire ah oui, non, c'est on va parler aussi. Alors, dans cette situation, on a très peu de chiffres clairs. Les chiffres varient d'une administration à une autre, d'une organisation à une autre. On ne sait pas exactement combien de morts on a déjà enregistré dans le nord-ouest et le sud-ouest, mais ça fait beaucoup, avec des pics comme Gardou où 24 civils ont été tués en 2020, Mantou où c'est pratiquement 8 civils également en 2021, et Guigado, vous le savez, il y a de cela quelques jours, 14 personnes qui ont été tuées, dont de nombreux enfants âgés de 2 à 7 ans. Les chiffres sont là, les dégâts sont visibles.
et cela commence à durer 10 années. Est-ce qu'on peut conclure que c'est 10 années d'échecs des différentes politiques développées pour essayer de stopper la saignée? Je vais vous dire que j'ai suivi cette actualité et elle est venue sur mon chemin en semaine parce que j'allais rendre visite à un ami et j'arrive, ça fait 2 ou 3 jours, j'arrive, il me reçoit et quand je repars, il me dit mon épouse est en deuil. J'ai dit mais ah bon, mais tu ne m'as pas dit pendant qu'on y était, je lui aurais souhaité présenter mes condoléances. Il me dit et justement la grande boucherie dans le nord-ouest, c'est sa famille qui a été décimée. Décimée. Et cette femme était debout. Elle nous servait, je n'ai pas vu une once de douleur. C'est-à-dire qu'elle a su voiler sa douleur. C'est pour vous dire que quand vous avez mis le sujet, je me suis dit, ben voilà, c'est peut-être une prémonition pour que je puisse témoigner de cela, de la douleur, vous savez. Ce n'est pas la première fois que je me rapproche de ce type de douleur par personne interposée. Mais restons dans l'analyse factuelle et surtout claire des choses. Moi, je ne voudrais pas que l'on pense encore ce que j'entends dire. Il n'y a pas d'anglophone au Cameroun. Il n'y a pas de francophone au Cameroun. Il n'y en a pas. Il n'y a que des gens qui parlent le français. Il y a des gens qui parlent l'anglais. Il y en a qui parlent anglais et qui sont même en train de disparaître, mais qui ont une culture anglo-saxonne, héritée du Nigeria. C'est-à-dire l'époque de l'assimilation britannique. C'est-à-dire les arrière-grands-parents ou les grands-parents de ceux qui sont de notre génération. Vous comprenez? Donc il n'y a pas d'anglophone. Je voudrais d'abord qu'on parte de là. Là-bas, il n'y a que des Banyangui, des Bafouds, des Bangwa, des Bakweri et tout ce que vous pouvez imaginer. Tout comme aussi dans notre zone là, quand on dit francophone, il y a les Beti, il y a les Boulou, il y a les Maka, il y a les Bamileke, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Donc la langue ne peut pas être un facteur pour dire que je suis ceci et alors je voudrais enlever une partie de ce territoire et l'amener ailleurs. Vous comprenez? Pour moi, ça n'a pas de sens. Et l'erreur historique, ou l'une des erreurs historiques qui ont été commises, justement par nos dirigeants, commençant par Ahidjo, c'était justement d'entériner cela dans notre histoire. Le 20 mai est devenu une fête nationale de l'unité. Le jour de la fête nationale de l'unité, le 20 mai représente quoi dans notre histoire? Pour moi, c'est rien du tout. S'il fallait absolument une fête, c'était de célébrer le jour où la Grande-Bretagne et la France se sont assises et ont décidé de nous partager. C'est-à-dire le 10 juillet 1916. Après avoir évincé, chassé l'Allemagne de notre territoire. La séparation. Oui, on devait plutôt célébrer cela, c'est-à-dire pour rappeler aux Camerounais, commémorer, merci, pour rappeler toujours aux Camerounais que nous devons être unis aujourd'hui parce qu'en fait, voilà d'où nous partons. Okay. Vous comprenez ce que je dis? Donc c'est cela, c'est-à-dire pour moi c'était une erreur de partir de là. L'autre erreur, le président Paul Biya en 1984 a pris une ordonnance, c'est-à-dire dans le domaine de la loi, le 4 février 1984, et il a décidé dans son bureau avec ses conseillers de transformer la République unie du Cameroun, RUC, en République du Cameroun. Alors que ce n'était pas cela. Par les formes, des procédures, il aurait dû passer normalement aussi, soit par le Parlement, soit par un référendum. Pour demander aux Camerounais confondus, c'est-à-dire nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et ceux de 8 autres, pardon, on était encore 7 régions, 7 provinces, on était encore 7 provinces. Donc les 5 autres provinces de dire, voilà, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps? Vous voyez, je pars de là pour montrer les causes profondes aussi de leur exaspération. Parce qu'ils se disent, mais attendez, 61, on s'est réunis, nos aînés sont réunis à Fumban, d'accord, on est entré dans la fédération, d'accord. En 72, le président Ahidjo nous a promis plein de choses. Parce qu'ils ont entendu les tandem Mouna et tout ça, ils ont entendu. Il y a ce que nous savons officiellement, mais il y a aussi des choses. Parce que quand Mouna, le père Mouna, il démissionne en 1994, il dit clairement, je ne peux pas rester dans cette commission sur la Constitution parce que j'estime que tout a été dévoyé. À ce rythme où nous allons éteindre complètement les communautés du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et c'est vrai, il a claqué la porte. Vous comprenez? Donc il y a ces erreurs. Mais il y en a plusieurs.
Mais si on rentre dans le sujet, vous avez dit qu'on ne compte pas les morts, et ainsi de suite. Peut-être du côté civil, mais on compte, ne vous dérangez pas. On compte. Il y a des services qui sont chargés pour ça. Ils comptent. Si vous regardez dans les forces de maintien de l'ordre, les forces de défense, nous sommes à déjà près de 2000. C'est-à-dire soldats, armées, forces d'âme, terre, air, mer. Nous avons les gendarmes, policiers. On est à près plus de 2000. Hein. Tous les jours, parce que vous comptez 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Depuis 2015, on est déjà à près de 2016. Oui. Voilà la solution, voilà la réalité aujourd'hui. Alors, vous nous parlez donc de cette question de nos frères, de cette zone-là. Moi, je dis, c'est un conflit qui est fini depuis. Et en plus, l'État aujourd'hui, c'est là, j'embraye sur l'incapacité. Il parlait des solutions. Si vous administrez une solution à un problème et que le problème ne s'éteint pas, ça veut dire que la solution est mauvaise. Et si la solution est mauvaise, ça veut dire que celui qui crée la solution n'est pas à sa place. Ou alors n'est pas au niveau. Ça veut dire que Biya n'est pas au niveau avec tous ses amis. Ou alors il est au niveau et il refuse d'administrer la bonne solution. Faites attention à ce que je viens de dire. Je commence par il n'est pas au niveau. Il n'est pas au niveau, pourquoi? Parce que vous avez une solution, une affaire que vous avez vécue, pas entendue. Parce que Biya est d'elle depuis octobre 62. Octobre 62. Il a vécu chacune des étapes, à part 61, au référendum de 61. Les négociations de Fumban. Donc il connaît cette situation. En 72, c'est lui le secrétaire général de la présidence de la République. Il n'y avait pas de premier ministre. Ahidjo avait éteint la primature. Après, le premier ministre, je crois c'était Tchungi. Simon-Pierre Tchungi. Je peux me tromper sur le dernier, avant la période de vacances, avant 1975. Vous voyez? Alors, comment se fait-il qu'il ait pu perpétrer les erreurs du passé, cet oubli du passé, de ce que lui-même il a vécu dans sa chair en tant qu'administratif et en tant que politique? Donc, je reste sur la compétence. Mais si je dis, ils ne veulent pas voir la solution, ils font semblant de ne pas voir la solution. Pourquoi? Parce que ça les arrange. Je crois même que la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest est une crise qui justement fait le renouveau aujourd'hui. Mais figurez-vous, les résultats de la présidentielle, ils en ont profité. Souvenez-vous qu'avant la campagne, avant le début de la campagne, celui qui est ministre de l'assimilation territoriale, il y avait les ambassadeurs, on dit entre guillemets, j'ai un groupe de ce qu'on appelle ambazoniens, est sorti et a dit on ne veut pas voir les hommes politiques qui venaient battre campagne. Oui, ils ont carrément envoyé cette menace. Et c'était suffisant pour dissuader les uns les autres d'y aller. Conséquence, même les résultats. Qui a battu campagne là-bas? On a vu même un ou deux là qui sont arrivés à Bamenda et puis sont repartis. Bon, un était entouré d'une escouade de militaires. Bon, un autre, bon, je n'en ai pas vu, peut-être ils étaient en civil. De toutes les façons, comme opposants. Comme opposants. Mais voilà une situation qui a favorisé le pouvoir en place. Puisque l'opposition n'y a pas été présente. Donc les résultats ont été façonnés à la dimension des ambitions équilibristes du pouvoir pour pouvoir remporter l'élection du 12 octobre dernier. Merci. Donc je voudrais, permettez-moi d'achever. Oui, je vais terminer. Je vais terminer pour dire que ce pouvoir-ci que nous avons se délecte justement du sang qui coule de ce côté-là. Parce que le Nigeria nous a aidés. Le Nigeria n'est pas entré dans cette guerre. Vraiment pas entré dans cette guerre. Nous connaissons pourquoi. 68-70, Yacoub Gowon. Et d'ailleurs, quand le président Ahidjo, on parlait de la jeunesse tout à l'heure, quand il vient limoger Michel Njensi, il sort du jugement du Nigeria, où Yacoub l'a reçu pour le remercier de sa position face à la France. Vous voyez? Donc pourquoi est-ce que le Cameroun n'arrive pas à éteindre cette guerre qui tue à la fois nos soldats, nos policiers, et à la fois les populations? Voilà la grande question. Parce que politiquement, cela leur profite. Aristide Mwanda, sur ce qui apparaît comme une affirmation de Valère Bessala, que la crise, entre guillemets, dans le nord-ouest et le sud-ouest, profiterait au régime. Bon, je suis très heureux de la formule conditionnelle, parce que là, c'est une déclaration assez grave qui engage celui qui l'énonce. On peut considérer qu'à l'intérieur de l'appareil, il y a un groupuscule d'individus qui s'en délectent, peut-être. C'est-à-dire que, comme on dit, l'arrière-boutique. Non, ça existe partout. Je vous ai dit que RDPC, ce n'est pas la dénégation
Quand il y a des situations, on essaie de les aborder avec le plus grand sérieux, avec beaucoup de minutie, pour que nous demeurions audibles auprès de nos compatriotes qui nous écoutent. Nous ne voulons pas perdre notre temps le dimanche. Alors, mais je vais vous lire quelque chose, c'est une phrase, ce que dit le capitaine de vaisseau Atonfa Guémon. J'aime bien, je le salue au passage. Personne pour s'indigner de la mise à mort ce mercredi 14 janvier 2026 à Jidado, dans le nord-ouest, de tout petits enfants, de vieilles femmes et d'hommes âgés. Ça, je voudrais m'orienter vers nos amis très souvent qui s'érigent en inquiéteurs de conscience, ces ONG, ces associations qui ont systématiquement tendance à pointer du doigt le gouvernement de la République ou le peuple camerounais. C'est extrêmement dommage. Voilà donc une situation qui devrait engendrer, qui a suscité le drame. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'effroi. Je ne peux ne pas aborder cette question en tant que politique puisque nous sommes régulièrement tensés, y compris par l'Union européenne, qui est un partenaire privilégié, que moi je n'ai pas vocation ici à interpeller. Mais j'en appelle quand même à la conscience collective. Que vous compreniez qu'il y a quand même une posture à géométrie variable. Vous comprenez? Voilà qu'on a assassiné des gens, quel que soit ce que nous revendiquons. Je suis constant sur ma démarche. Notre modus operandi au RDPC sera toujours le même. Celui qui consistera toujours à privilégier la paix, puisque notre patron en est un mendiant. En décimant une population, en détruisant le tissu économique, en saccageant les infrastructures, nous régressons. Rien ne peut être de nature à justifier de telles pratiques. Nous allons continuer, parce que la paix n'a pas de prix. Parce que la vie ne l'a pas davantage. Nous allons continuer de prôner l'expression, hélas, il faut l'accepter, le vivre ensemble, que nous comprenions que nous sommes un peuple au même destin, qui est appelé à cheminer ensemble, que l'histoire, que la destinée a mis ensemble. Et que de toute façon, ce qui nous réunit sera toujours plus grand que ce qui nous oppose, car sur le principe de l'État, sur son unicité, le Cameroun n'entend pas brader un seul centimètre. Le président s'est engagé en prêtant serment. Il est le garant de l'intégrité du territoire. Il est l'élu de la nation tout entière. C'est-à-dire, il cristallise les attentions, il a à cœur de sauvegarder son pays dans sa dimension géographique. Ça, c'est un devoir face auquel il ne va point faillir. Donc, le débat ne peut plus être à ce niveau. C'est l'occasion de le dire à ceux qui t'appuient dans l'homme ou embusqués à l'extérieur et nous écoutent, qu'ils comprennent que ce n'est pas un débat que nous pouvons entrevoir. Mais qu'au contraire, ou alors en revanche, le gouvernement demeure toujours disposé à écouter. Il reste à l'écoute pour adresser les problématiques qui sont réelles. Quelqu'un disait tout à l'heure, là, quand on parle des routes, moi qui suis de Mbankomo, est-ce que vous croyez que je suis systématiquement à l'aise? Il y a bien un endroit, je voudrais bien que la route arrive jusqu'à Ntuisson, qu'elle traverse, qu'elle arrive jusqu'à Kuali, et ainsi de suite. Donc on aspire toujours au bien-être, mais nous ne devons pas perdre de vue l'idéal. Prenons ensemble, au-delà des critiques qu'on peut formuler, au-delà de toute philosophie, au-delà des rappels historiques ou qui consacrent notre réalité sociale, il faut quand même observer que, et Valère le dit si bien, il n'y a pas d'anglophone, il n'y a pas de francophone. Parce que quand je suis cette bêtise, mais je note avec beaucoup de bonheur quand il vient en Europe que notre plat de prédilection, et c'est bien le Ndolé de mettre de l'imbilobe. Vous comprenez? Il y a quelqu'un qui a fait une blague sur Facebook, quand on joue les ennemis, mais quand tu es avec une meuf qui est, entre guillemets, anglophone, est-ce que c'est écrit? C'est complètement ridicule. C'est que je voudrais donc dire. Non, c'est que je veux dire. Et c'est important que nous insistions là-dessus, cette dimension morale, cette responsabilité psychologique qui est la nôtre en tant qu'acteur politique et du moment, que nous puissions toujours nous souvenir qu'il y a quelque chose qui est essentiel. Continuons la sensibilisation. Le gouvernement joue sa partition, il travaille, il œuvre chaque jour qui passe. Quand... Abel, s'il te plaît, permets-moi de... Non, c'est pas toi, continue. Mon doigt te le dérange. Ah non, tu vois mon doigt? Non, est-ce que vous savez ce que la crise nous coûte? Nous avons... les ressources sont rares. À l'heure actuelle, tout le monde peut le percevoir. C'est une des raisons. Le saviez-vous?
Nous souffrons précisément parce qu'il faut mobiliser des moyens pour sauvegarder l'intégrité de notre territoire. Nous ne pouvons pas perdre un seul centimètre. Nous perdons trop de vies, trop de sang. Et ça, c'est quand même un problème. Il est bon que cela s'arrête. Et ça passe aussi par le discours, puisque je dis, Abel, donc quand tu fais ça, non, vas-y. Il me perturbe. Il me perturbe parce que Abel, quand tu parles, tu es prolixe. Tu parles 20 minutes. Dès que je vais développer 2 minutes, d'abord tu as dit que le RDP, c'est qu'on a. Tu refuses de reconnaître les efforts qui sont faits, qui sont pourtant visibles, qui sont palpables. Je voudrais que tu dises au monde entier, puisque tu es une voix de plus en plus autorisée, pour les combats que tu as menés, pour lesquels je te félicite, que tu dises qu'il y a des actions qui sont entreprises, qu'il y a des choses qui sont menées, et que le gouvernement n'a ménagé aucun effort. Tu vois, il est bon qu'après lui que je parle un peu. Non! Est-ce que tu fais chorus? Est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu agrées? C'est ça que je voulais dire. Oui, tu confirmes. Les actions que tu loues là, oui, elles n'ont pas donné de résultats. Parce que des bandits... Non. C'est pas ce que... Jean-Jacques. Tu sais, voilà une bande de bandits embusqués dans des forêts qui font un commerce. C'est-à-dire qu'ils font des rançons que nous versons. Oui. Il y a l'industrie de la guerre, il y a des banques, il faut accepter ça. Et que là, c'est les gens qu'il faut traiter avec dureté. Et le président me l'a dit. Mais je ne t'ai pas dit que je suis contre la paix. Je ne t'ai pas dit que je suis contre le déploiement de l'armée. Que j'ai lancé n'est pas entendu. Je donnerai instruction au Fonds de défense de les neutraliser. Paul Biya dit non. Il faut comprendre quand même qu'il y a cette dimension militaire importante. Nous perdons des gens parce qu'un groupuscule estime qu'il faut faire des rançons qui violent et qui tuent. Ça, nous ne pouvons pas le tolérer. C'est des infractions, c'est des justiciables. Bien sûr. Vous comprenez? Ramenez tout à des questions politiques. Voilà quelqu'un qui est dans une forêt, qui sauve une âme, qui agresse, on dit que parce que le Nozo, on parle de 72. Sauf que, Manda, il y a quelque chose que tu entends régulièrement. Oui. Quand tu as un tel niveau d'insécurité, oui, la solution commence par amener les victimes à adhérer. Si tu vois l'insécurité persistante, ils sont pas consentants parce que les populations, les victimes qui sont dans les populations, oui, il est bon, participent à la couverture de merci, j'ai compris donc sur ce point. Il est bon que nous les interpellions. Oui. Justement, ces populations. Mais c'est là où nous ne sommes pas prises en otage. Non, elles ne sont pas forcément concernées. On n'amène pas les victimes à adhérer à ce Aristide, moi j'ai écouté un collègue de l'expression anglophone qui a dit la solution c'est les populations. Voilà. J'en connais donc. Vous avez anticipé sur cette très belle chute qu'il me plaît de déployer en quelques secondes. Je voudrais que c'est un appel que je lance à nos populations, et en l'occurrence à nos mamans qui sont, comme nous le savons, le sel de la vie. Parce que j'ai vu même dans notre contexte, des mamans couvrir, elles sont si maternelles. Une maman livre difficilement son fils, c'est des cas extrêmement rares. C'est pour ça que je m'adresse à nos mères. Parce que parfois, leur instinct, le fait qu'elles nous maternent, nous les écoutons, elles sont susceptibles aussi d'adresser un message, elles peuvent éduquer. Il faut qu'elles comprennent qu'elles sont en responsabilité, que la vie, comme nous n'avons de cesse de leur dire, leur incombe aussi n'a pas de prix. Elles ont fait 9 mois à porter la vie. Elles ne peuvent pas détruire la vie. Parce que lorsque quelqu'un va agresser et se ramène avec les fruits de la rançon à la maison, que vous consommez, les enfants d'autrui. Ce n'est pas quelque chose. Donc nous dialoguons, parce que ça, ce n'est pas des gens qu'on peut brutaliser. Parce que comment on va résoudre une crise où à certains endroits, la population n'est pas consentante, alors qu'à d'autres, vous verrez que le phénomène a quand même fortement régressé. Ça, il faut le noter également. Ce n'est pas avec le même impact. Ce n'est pas pour m'en... Je m'en félicite. Et pour conclure donc, je voudrais avoir une pensée pour nos forces de défense et de sécurité qui, au péril de leur vie, tous les jours, se sacrifient pour que nous ayons quand même, comme à certains endroits, un simulacre de paix, mais davantage de la paix parce qu'il est difficile. Même si c'est l'honneur et la fidélité, la devise qui les caractérise, on connaît les sacrifices auxquels qu'ils consentent. Je voudrais leur apporter un mot d'encouragement sincère et fraternel et qu'ils sachent que le peuple est avec eux, nous les soutenons. Je leur dis bon courage. Il n'y a pas de doute là-dessus. L'une des propositions de solutions règlement entendu, c'est une décentralisation effective. À défaut de, beaucoup parlent de fédéralisme, mais on est un État unitaire décentralisé. On est justement en train d'entrer par l'une de ces portes, la décentralisation avec les élections qui arrivent.
est-ce que ça peut changer quelque chose? On entre dans le temps additionnel et vous changez de thématique, mais le point est celui des élections qui arrivent. Est-ce qu'une décentralisation réussie, des maires connus et reconnus, des députés connus et reconnus dans cette partie du pays peut changer quelque chose? Valère d'abord. Non, ça ne changera rien. La solution est à Yaoundé. Moi, je vous ai dit que le conflit est terminé là-bas. La solution est à Yaoundé. Et c'est Paul Biya qui détient cette solution. Là-bas, dans le nord-ouest et le sud-ouest, ils ont les mêmes problèmes que ceux de l'extrême nord et du nord où moi j'ai travaillé. C'est des questions Boko Haram. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau. Tout ce qu'on envoie comme ressources pour creuser des puits, des forages, on met dans les poches. Vous comprenez? On écrit à Yaoundé pour dire plan ceci pour la construction de ceci, extrême nord. On prend tout, on met dans les poches, vous comprenez? Et on dit aux populations, Yaoundé ne pense pas à vous, Yaoundé ne vous a rien envoyé. C'est la même chose dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est-à-dire que ce mauvais esprit que Paul Biya a utilisé toujours d'avoir comme intermédiaire avec son peuple des parents. C'est-à-dire pour identifier dans une région ou une autre quelqu'un qui peut servir loyalement le pays, il passe par quelqu'un. Ça fait qu'on lui a servi, ses amis lui ont servi toujours des gens qui n'en valent pas la peine. Mais pourquoi voulez-vous que des gens dans le nord-ouest et sud-ouest se reconnaissent toujours en ceux qui sont ici à Yaoundé et qui disent je suis du nord-ouest et du sud-ouest, on m'a nommé ministre, je suis directeur général, ainsi de suite. Non, c'est pas eux. Parce que là-bas, la sociologie a changé. Voilà. Parce que notre petit Banyangui qui vivait du cacao ou du café dans les années 60, qui n'avait personne d'autre derrière lui, a nourri ses enfants avec le cacao, le café, qui est devenu médecin, ingénieur, ainsi. Et tout ce que Biya nomme jusqu'à aujourd'hui, c'est les petits-fils, c'est les cousins, c'est les neveux, c'est les fils d'eux, c'est les mouna, c'est les, ainsi de suite. Les amis de leurs amis, ainsi de suite. Vous voyez? Donc c'est ça le véritable problème là-bas. C'est-à-dire que ceux qui arrivent à Yaoundé ne servent pas les intérêts de là-bas, puisque c'est lui qui nous a appris cela. C'est-à-dire que je nomme un ministre pour qu'il aide ceux qui sortent sont des ressortissants de chez lui. Vous voyez? Pour qu'il m'aide à mieux voir les problèmes de cette région-là et qu'on les adresse. Mais le problème aussi, c'est toujours Paul Biya. Pourquoi? J'ai déjà dit qu'il s'en sert politiquement. Mais l'autre souci, c'est quoi? C'est que l'industrie de la guerre, M. Manda en a parlé tout à l'heure, l'industrie de la guerre. Pourquoi l'industrie de la guerre? Vous allez donc vous rendre compte que ces bandits que vous dites dans les forêts, ils les connaissent. Moi, c'est mon métier. Renseignement, l'information. Le commandant de brigade, le commissaire spécial, le commandant de compagnie, ils les connaissent tous. Et tous prennent un impôt et de la douane dans ce genre de choses-là. J'ai ces informations. Il ne faut pas vous leurrer. Et pourquoi est-ce qu'on en arrive à ce genre de situation? Parce que nos forces de défense et de maintien de l'ordre arrivent à des situations où ils se disent pourquoi Yaoundé ne nous donne pas les moyens pour pouvoir terminer ces gens-là? Vous trouvez des gars qui ont des AK-47, des MAT-49, il y a des pistolets automatiques reconnus. Ça vient d'où? Je vous ai dit que le Nigeria nous a excusés. Il a fermé les yeux pour nous rendre l'ascenseur. Parce qu'il y a les Freedom Fighters dans l'état de Cross River. C'est-à-dire chez les Ibo. Et ils sont toujours actifs là-bas, en activité. Mais le Nigeria a jugulé cette situation-là. Même s'il y a des transfuges de par la frontière qui peuvent faire passer les armes et peut-être quelques blancs, les Britanniques ou quelques Français pour venir essayer d'aider ces enfants-là mieux pour les groupes qui sont vraiment ceux du début, c'est-à-dire ceux qui veulent la sécession. Mais la plupart sont devenus des bandits. C'est des grands chemins, des bandits de grands chemins. Pourquoi Yaoundé ne donne pas des moyens à nos hommes là-bas? Vous avez un général merveilleux là-bas, le général Doubé Créo. Il n'a pas d'égal dans ce genre de situation au Cameroun. Vraiment, on en compte 2 ou 3 à la main. Mais il est arrivé, vous avez vu quand on l'a nommé, je crois, il y a un peu plus d'1 an et demi. En 3 mois, ça jasait déjà dans les brousses. Et puis, paf, l'opération, du moins, la ferveur a baissé. Parce qu'on sent qu'on lui a demandé de calmer le jeu. Mais pour quelle raison? Dans tous les cas, on ne sait pas exactement quelles consignes ils ont. Je vais sortir. Au moins, on voit que l'intensité a baissé. Je vous parle des effets de température. Oui. Je vais sortir donc pour dire ceci. Il y a autre chose. On dit la reconstruction. L'industrie de la guerre. Qui on a nommé là-bas pour la reconstruction? C'est un ami de celui qui est ministre des Finances là actuellement. On est parti le chercher à la CEMAC. Son ami est parti le chercher à la CEMAC. Il était d'abord ministre. Non. Vraiment, je vous sens déjà gêné. Si vous avez des amis à protéger, vous me dites, je n'en parle pas. C'est vous qui connaissez les amitiés déjà. Laissez-moi donc parler. Laissez-moi donc parler. Les amis. Laissez-moi donc parler. Ministre délégué à l'économie, il est parti à la CEMAC
on l'a ramené et on lui a confié encore cette affaire-là. 23 milliards que nous avons pris comme crédit auprès de la Banque islamique de développement en 2023, jusqu'à aujourd'hui, rien. Même nos soldats qui sont là-bas, avec notre merveilleux ministre de la Défense, se plaignent de ce qu'ils protègent les infrastructures de construction, puisqu'ils sont là pour veiller sur ceux qui travaillent, mais eux-mêmes, ils ne sont pas protégés. C'est-à-dire que les ressources même qu'ils sont censés avoir pour pouvoir, c'est-à-dire des entreprises qui travaillent, n'arrivent pas. D'accord. Rien n'est fait. Vous voyez donc, voilà les grandes questions que nous avons aujourd'hui. Nous avons un merveilleux ministre de la Défense. Un général, là-bas, Doubé Créo, je l'ai cité, qui justement est capable d'éradiquer ce phénomène. 3 mois, 6 mois, c'est terminé, tous ces petits bandits-là, mais ils sont protégés par des gens de Yaoundé, que bien nommés, et justement qui gagnent à ce que cette crise continue pour continuer à dire au président, vraiment il faut de l'argent, vraiment il faut de l'argent, et chaque fois qu'on envoie de l'argent, c'est détourné, on envoie aux États-Unis, on achète de grandes villas, vous connaissez des dossiers dessus, des grandes villas, et partout dans le monde. Voilà le grand souci aujourd'hui. Merci Valère. La question était celle de savoir si avec professeur une décentralisation totale, il est possible de réduire l'impact de cette situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. J'ai évité d'évoquer le sujet Issa Chiroma directement, mais on va chuter par là, parce que Valère Bessal a dit qu'il ne parle pas d'autres partis politiques que de son parti. Non, tout dépend de l'angle. D'accord. Est-ce qu'avec les élections qui arrivent, des représentants reconnus par des populations, il est possible d'avoir l'approche de solution? Non, en fait... le problème, c'est que les cerveaux sont abîmés. Les cerveaux sont abîmés. Donc, que ce soit la décentralisation, que ce soit le fédéralisme, ça ne changera pas grand-chose. Tant qu'il y aura sur le terrain des acteurs favorables à la sécession et qui utilisent les armes. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, l'industrie de la guerre dont on parle est extrêmement difficile à déraciner. Elle a créé donc des intérêts qui font qu'il y a des minorités qui s'enrichissent et qui n'ont pas intérêt à ce que la conflictualité soit complètement épuisée. Troisième chose, quand on s'habitue à la violence, ça devient comme une drogue. Il y a donc des effets d'addiction. Et il y a des gens donc qui n'ont plus intérêt à ce que la paix revienne de manière dominante. Et ça, ce sont les problèmes qui vont rester. Et je vous ai dit que ça va encore durer au moins une vingtaine d'années, malheureusement. Malheureusement, c'est dramatique à la fois pour nos concitoyens de ces régions et c'est dramatique même pour le Cameroun à travers les forces de défense et de sécurité qui sont obligées d'aller en mission là-bas dans une affaire complètement absurde. Et c'est dramatique pour l'économie puisque ça fait des effets d'éviction. Ça veut dire que des ressources qu'on pouvait mettre dans des choses plus utiles seront consacrées à ces questions de défense et de sécurité. Malheureusement, on affiche le thème pendant que Moïse Mbog réagit sur la question de sortie évoquée par Valère et par le professeur tout à l'heure. Est-ce que les voies de la décentralisation peuvent être utiles? Elles peuvent être utiles dans la mesure où les populations se reconnaissent dans ces personnes qui les dirigent, qui les gèrent. Il faut qu'elles se reconnaissent en ces personnes-là. Vous savez, et ça nous amène au sujet par lequel on va finir. On va l'afficher le sujet concernant Issa Chiroma Bakary au FSNC. Nous avons tenu un discours de mon temps au FSNC à la majorité des jeunes qui nous accompagnaient. Le discours était le suivant. Vous nous accompagnez pendant l'élection présidentielle. On vous fait un retour d'ascenseur